Alors, on va faire une intervention à trois voix sur les diagnostics, puisque finalement, il sera question des diagnostics tout au long de la matinée. Et effectivement, j'ai la chance de travailler avec Florence, qui est ergothérapeute au CRTLA. Et puis, nous avons initié un partenariat aussi avec Joël Weber, neuropsychologue à l'AETA, au centre hospitalier d'Agno, mais surtout en cabinet à Marlenheim. Hein. Voilà. Alors finalement, les diagnostics, effectivement, je vais aller assez vite sur les premières diapositives parce que vous allez sentir une certaine redondance. Hein. Finalement, cette liste de symptômes, non, effectivement, elle ne nous convient pas pour aller plus loin dans le diagnostic, mais elle sert finalement de repérage. Alors, il y a quand même dans ces critères cette notion de lenteur, pas seulement de maladresse. Il sera question de lenteur, notamment dans les vidéos. Il faudra être patient parce que ce sont des enfants lents. Mais également une notion d'imprécision, et puis la notion aussi de période développementale précoce. Je vais passer très rapidement sur la coordination sensorimotrice, où on est là dans l'exécution des mouvements fluides et précises dans l'espace et dans le temps, et les praxies dont a parlé largement Sybille tout à l'heure. Il y a bien sûr cette notion cognitive dont on va reparler, mais aussi l'importance de l'expérience, vous le savez. Et on serait finalement sur un trouble d'apprentissage ou d'automatisation du mouvement ou du geste en étant extrêmement schématique par rapport à tout ce que nous a dit Sybille ce matin. Alors je vais là encore ne pas faire l'affront de reprendre, j'ai essayé de résumer en une diapositive, hein, Sybille, ce que tu as dit, et c'est forcément un peu schématique, mais cette notion effectivement à la fois d'atteinte de systèmes cognitifs, neuropsychologiques, mais également de systèmes sensorimoteurs dans son ensemble et de systèmes sensoriels qui sont en constante interaction, et effectivement l'ensemble des aires cérébrales dont tu as parlé, mais également la vision, hein, qui est indispensable aussi. Alors au-delà des fonctions, des structures anatomiques, il y a aussi l'enfant, il y a l'enfant et son engagement, sa disponibilité, il ne faut pas l'oublier dans nos évaluations, et je sais que les cliniciens sont toujours très vigilants à ces aspects. Juste, tu vois, je n'avais pas voulu être redondante, je le suis un tout petit peu sur cet article récent de Domitille Gras qui simplement nous dit que parmi tous ces enfants, il y a 4 groupes identifiés dont tu as déjà parlé, et ces 4 groupes ne font simplement que nous parler de l'hétérogénéité des enfants. Et je trouvais que cet article assez pragmatique, certainement beaucoup moins précis que les dyspraxies auxquelles on était habitué, peut-être moins neuropsychologique, nous permet quand même de faire face, en tout cas d'identifier ces enfants avec moins bon pronostic, avec troubles gestuels et visio-spatiales, et dont on parlera. Elle insiste aussi sur les comorbidités, avec des pourcentages tout à fait semblables, et notamment de troubles du spectre de l'autisme, dont on pourra parler aussi tout à l'heure. Alors, plusieurs diagnostics. Quels objectifs ? Bien sûr, ne pas rester cantonné à la liste des éléments du DSM, mais l'évaluation fonctionnelle personnalisée, elle est primordiale, elle est plurielle, elle va permettre d'affirmer le trouble, elle va préciser le type et le niveau d'atteinte pour ensuite intervenir, hein, ce que tu disais Sybille, et elle va aussi montrer quelles sont les compétences préservées sur lesquelles on pourra s'appuyer. Le diagnostic des comorbidités, on en reparlera mais rapidement, et puis on donnera la parole à Camille Marteau et Dr Marteau et Dr Spitz au sujet du diagnostic étiologique et différentiel neurologique, et elles vont illustrer avec beaucoup de vidéos, et je pense que c'est important d'avoir ces notions parce qu'elles sont très cliniques et importantes. Ce sera après la pause. L'intérêt aussi du diagnostic, c'est d'éviter les surdiagnostics. Vous le savez, tout enfant qui a des difficultés d'écriture n'a pas une dyspraxie, c'est aussi important. Voilà, nommer, informer, reconnaître, pour identifier aussi des facteurs pronostiques pour des interventions adaptées. Donc sur le diagnostic fonctionnel, eh bien, une grande part à l'anamnèse, vous le savez. En général, on peut commencer à l'affirmer à partir de 5 ans, même si on a des doutes avant, avec la plainte de l'entourage, un peu moins de l'enfant, mais des évitements de l'enfant qui vont être intéressants dans l'anamnèse, les puzzles, les constructions, le sport, le repérage de l'école et de l'entourage, la notion de persistance de troubles, et puis toutes ces situations à risque que vous connaissez avec la prématurité, le RCIU, le contexte médical. Alors je ferai un petit mot sur l'épilepsie. L'épilepsie est très souvent associée à des comorbidités neurodéveloppementales et ne doit pas empêcher d'affirmer un diagnostic de trouble du neurodéveloppement. Hein, c'est pas parce qu'on a une épi-absence qu'on n'a pas le droit d'avoir un TDC. Au contraire, c'est assez fréquent, et je crois
qu'il faut être très vigilant chez ces enfants. La trajectoire, bien sûr, et puis ce petit questionnaire qui est anglo-saxon, mais traduit par les Québécois, et qui est bien utile sur l'impact sur les habiletés de la vie quotidienne. L'examen médical, et je crois que Dr Marteau en reparlera, donc je ne vais pas aller plus loin, mais on a effectivement beaucoup d'attention à des petits signes, notamment les syncinésies fréquentes, les soft signs, et puis les praxies bucolinguales, puisqu'un certain nombre d'enfants ont aussi des troubles du langage associés, l'observation et les troubles sensoriels. Eh bien, vous avez compris que ce serait une évaluation pluridisciplinaire qui va donner lieu à une synthèse, on y insiste. Il va falloir essayer de synthétiser l'ensemble des observations. Et on a décidé ensemble de se focaliser finalement sur un enfant. Donc là, on va faire un zoom sur un enfant et sur cette évaluation plurielle, fonctionnelle et précise, neuropsychologique bien sûr, psychomotrice, ergothérapie, perceptive visuelle. Et je vais donner la parole à Joël et Florence. Voilà. Je reprendrai la parole très rapidement pour conclure. Alors en effet, on va vous parler de la situation de un garçon de 9 ans qui est en CM1 quand nous le rencontrons la première fois. Il est adressé au centre pour les difficultés en graphisme, en motricité fine, avec des difficultés de calcul également. Et c'est notamment l'école qui tire un petit peu la sonnette d'alarme. Dans son anamnèse, c'est un enfant qui est donc né à 38 semaines avec un retard de croissance intra-utérin notable. Néanmoins, son développement langagier, de motricité globale est normal, mais assez tôt sont repérées des difficultés dans l'acquisition des habiletés motrices fines. Et c'est effectivement ce qu'on va retrouver dans la scolarité. Dans son parcours scolaire, il a été suivi par le RASED sur les premières années de CP-CE1. Il n'en bénéficie plus sur l'année de CE2. L'enseignante de CE2 est très, très, très inquiète pour cet enfant. Vous pourrez comprendre pourquoi, à juste titre. Et du coup, cet enfant, il bénéficie quand même d'un soutien rééducatif en orthophonie. Effectivement pour le travail des compétences logico-mathématiques qui sont atteintes et également pour soutenir l'acquisition de l'orthographe. On n'est pas dans la situation d'un enfant qui présente un trouble du langage écrit, mais l'acquisition de l'orthographe est quand même assez complexe. Et c'est un enfant également qui a pu bénéficier d'un suivi sur une année en psychomotricité qui n'a pu malheureusement pas se poursuivre au-delà d'une année. Du coup, les plaintes principales qu'il se rencontre, auxquelles il était exposé, c'est vraiment l'écriture. Ça, elle est quasiment illisible. Une grande lenteur qui se retrouve partout, aussi bien à la maison que dans les tâches scolaires. Et puis, effectivement, des plaintes dans tous les domaines des activités de vie quotidienne. Et de loisirs avec des difficultés qui sont vraiment stigmatisantes pour cet enfant. L'intégration dans son club de foot est compliquée. C'est le seul enfant qui a encore besoin de sa maman dans les vestiaires pour mettre ses protèges tibias. Donc il y a une exclusion un petit peu de son groupe dont l'enfant souffre assez fortement. Voilà, du coup, en première intention, on a réalisé la psychométrie dont Joël va vous parler. Voilà, donc il a pu réaliser un test de WISC. Donc tout ça pour vous montrer surtout qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle, puisque la déficience intellectuelle est un critère exclusif du diagnostic du trouble de la coordination pour le DSM. Dans les éléments intéressants, on va regarder en premier lieu la compréhension verbale. Vous allez me dire pourquoi elle commence par ça, mais en fait tout simplement pour vous dire que le score est dans la moyenne faible, mais que donc n'a pas de grande réserve cognitive, pas de grande marge de manœuvre. Cependant, il comprend tout à fait ce qu'on lui demande et il peut élaborer à minima autour de ses difficultés. Donc pour la prise en charge, ça c'est un élément qui va être favorisant, qui va être très intéressant. Vous voyez un petit peu sur le graphique les différents résultats aux épreuves. Alors l'épreuve de cube, on n'a pas oublié de la faire passer. Le score est juste très bas et donc on est à 1 sur l'épreuve de cube. Donc là, c'est de vraies difficultés praxiques, visio-spatiales et visio-constructives. En fait, il va procéder par essai-erreur sans vraiment planifier les choses, avec des grandes difficultés aussi dans le traitement des obliques.
Un autre score va nous intéresser, alors tant pas pour le score, puisque voilà, c'est à 7, donc on est dans la zone fragile, mais c'est surtout l'épreuve de code qui va nous attirer notre attention. Parce qu'effectivement, vous voyez ici, donc, la reproduction, par exemple, du symbole pour le chiffre 4 est assez inconstante. Il n'y a pas de constance dans le tracé. Et il va procéder 5 fois où il va le recopier, 5 fois où il va le faire d'une manière différente. Donc c'est vraiment plus qualitatif là que quantitatif, mais c'est très intéressant de pouvoir se poser pour regarder un petit peu au niveau du tracé ce qu'il se passe. Le bilan psychométrique au test de WISC a montré donc des troubles visio-spatiaux et visio-constructifs, avec des difficultés de coordination oculo-manuelle et des habiletés graphomotrices. Quand on demande à de dessiner, voilà ce qu'il produit. Donc c'est un enfant qui est en CM1, je me permets d'insister sur cet aspect-là. On imagine aisément le décalage avec le groupe classe et on est frappé par ce dessin dans l'absence quasi totale d'obliques. Tout est traité en 2 dimensions, en horizontal ou en vertical. Avec grand-peine, on a un petit peu les toits de la maison. On peut se dire qu'à force de dessiner une maison depuis les plus basses années de maternelle, il y a peut-être quand même un petit peu une idée. Mais sinon, tout le reste est très, très, très pauvre. Du coup, au niveau du bilan en ergothérapie sur de la motricité fine, avec un test comme le Purdue Pegboard, qui est un test qui permet d'avoir une vitesse de réalisation, à des vitesses de réalisation qui sont normales, alors qui étaient un petit peu surprenantes au regard de la plainte de lenteur. Mais cliniquement, on a vraiment un enfant qui a des prises très peu fines, qui a beaucoup de mal à sélectionner, à dissocier les doigts, qui, du coup, de cette absence de dissociation sélectivité découlent des orientations qui sont non cohérentes et qui vont venir un petit peu le gêner malgré tout dans sa réalisation. Et puis, effectivement, c'est un enfant qui n'apprend pas de ses différents essais et qui n'améliore pas sa performance au fur et à mesure du test. Et là où la vitesse pour le premier essai est correcte, la vitesse pour l'ensemble des 3 scores devient pathologique au regard des enfants de sa tranche d'âge. Donc, on est vraiment dans la situation d'un enfant qui n'apprend pas de son entraînement et qui, donc, du coup, va venir se placer en décalage. Sur toute la sphère spatiale, alors effectivement de perception, le test des relations topologiques et directionnelles de la serre est vraiment chuté à gauche avec une impossibilité totale de repérer des directions. On le retrouve également dans le repérage dans un quadrillage de points. Je ne vous passe pas la vidéo parce qu'elle est excessivement longue. On voit perturbé, il est incapable de se repérer, se rend compte de la difficulté et de l'incohérence de ce qu'il dessine, mais ne peut pas corriger tout seul. Sur la batterie du DTVP2, effectivement, on a des scores aussi hétérogènes et notamment un score très très faible sur l'item de closure visuelle. L'item 3 est le premier item auquel il chute d'emblée. Donc le score d'arrêt, c'est 3 notes 0 consécutives. Bon, à l'item 5, du coup, j'arrête parce que de toute façon, il n'arrive pas à reconnaître la bonne figure. Au niveau constructif, le test des praxies tridimensionnelles de Benton également est massivement chuté, notamment en lien avec la lenteur, puisque c'est un test qui est limité dans le temps, et puis par une difficulté de perception de taille dans la profondeur qui le perturbe fortement. Dès lors qu'on corrige cet aspect-là, il est tout à fait capable de concevoir ensuite la construction dans un plan plutôt bien organisé, mais les difficultés perceptives là l'ont vraiment brouillé. Et limitation des positions de main, celui-là quand même je vous le montre. Sur les habiletés graphomotrices, c'est un enfant qui est capable de reproduire les frises cycloïdes simples en droit et en vert, néanmoins avec une grande lenteur et un coût de contrôle certain. En revanche, la frise cycloïde alternée en vert est totalement impossible.
Cette production est le fruit de son essai, puis de ma guidance verbale sur l'orientation à suivre. Voilà, on imagine effectivement tous les difficultés auxquelles il peut faire face sur sa classe de CM1. Qu'on retrouve évidemment sur son écriture. Le test du BHK apparaît massivement échoué avec un score très élevé qui le situe vraiment en dessous de ce qui est attendu là pour les enfants de CE2 puisque je l'avais vu en tout début d'année de CM1. Toutefois, sur un support blanc, on est quand même relativement capable de lire ce qu'il écrit. En revanche, sur un support ligné, alors là, ça devient nettement plus compliqué. L'écriture se dégrade très rapidement, devient vraiment totalement illisible. L'effort est très, très, très important. Et sur la copie, donc ça, c'est l'épreuve de dictée. Et sur la copie, voyant ça, j'ai quand même juste indicé un tout petit peu le début de ligne, histoire de soulager un tout petit peu la charge. Alors bon, c'est peut-être un petit peu ça qui joue sur l'amélioration calligraphique, c'est pourtant pas révolutionnaire, mais voilà, ça permet quand même juste de montrer à l'enseignante que parfois, juste 3 petits points, ça peut déjà un tout petit peu soulager. Voilà, mais on imagine bien qu'il rentre le soir à la maison avec des cahiers qui sont totalement illisibles et inutilisables pour apprendre les leçons. Et puis enfin, la manipulation des outils scolaires. Donc vous allez voir sur les ciseaux. La grande difficulté m'a poussé déjà à adapter l'outil. J'ai proposé des ciseaux avec une ouverture aidée, ce qui va limiter un petit peu la séquence, qui a simplifié la séquence. Et là, on voit bien la difficulté de coordination, les prises de posture un petit peu aberrantes dans l'orientation de l'outil. Et in fine, un résultat, vous verrez, qui est quand même largement en dessous de ce qu'on attend d'un enfant de CM1. Ok. Tu fais oublier de couper ça. C'est un oubli, tu crois, ou c'est parce que tu as eu du mal à suivre le trait? Tu as eu du mal à suivre le trait. D'accord. Et puis par contre, et là, je ici, suis très méchante. Hop, là, tu aurais pu en enlever davantage. Tu arriverais à essayer un petit peu d'enlever ce qu'il y a en trop? Et le résultat, c'est qu'il a coupé entièrement la petite pointe. Voilà. Chercher l'amélioration est terrible. Voilà. Du coup, il a aussi bénéficié d'un bilan en orthopsie dans notre service qui a évidemment pointé, comme l'ont montré les bilans précédents, toutes les difficultés fonctionnelles, visuelles, mais qui a permis aussi de pouvoir explorer toute la sphère sensorimotrice de la vision, avec effectivement là un outil moteur et sensoriel qui est vraiment diminué et qui donc ne va pas du tout aider dans son histoire. Donc l'ensemble de ces bilans montre vraiment un besoin de prise en charge. On y reviendra ultérieurement. D'un bilan neuropsychologique, sinon je ne serais pas là pour en parler. Donc il a pu faire l'épreuve des triangles du KABC où on voit effectivement qu'il existe des erreurs de type miroir sur la première image et puis aussi des difficultés d'orientation des triangles dans le plan. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'organisation visio-spatiale, c'est un petit peu compliqué pour lui et aussi au niveau de tout ce qui est visio-constructif. Alors nous, en bilan neuropsycho, on a vraiment une passion pour les épreuves de cubes. Donc le score, là aussi, est sous les normes. Et en fait, ce qui va être intéressant, ça va être de regarder la petite vidéo qui est associée. Voilà. Pour voir un petit peu comment il se débrouille. Donc là, c'est vrai que si vous connaissez un petit peu l'épreuve, là, il y a la nécessité qu'au centre de la croix, il y ait un vide pour avoir assez de cubes en fait pour pouvoir monter la tour qui est au second plan. Et on voit qu'effectivement il y a des difficultés d'ajustement de l'espace. C'est bon comme ça? D'accord, il n'y a rien qui est bizarre? Si. Ah, qu'est-ce qui est bizarre? Il se rend compte, vraiment, c'est difficile. Il y a 3 cubes. Il y a 3 cubes, où ça? Ouais. Oui, il y a 3 cubes. Toi, t'en as mis combien? 2.
Eh oui, il t'en manque un alors. Voilà, donc là on passe à un autre modèle. Là, la perception de la profondeur, de la 3D et l'organisation du coup des éléments les uns par rapport aux autres reste quand même très compliqué pour lui. Donc il essaye, par essai-erreur. Il y a beaucoup d'allers-retours entre le modèle et au niveau visuel. Il regarde beaucoup le modèle, ses cubes, le modèle, ses cubes, le modèle, ses cubes. Voilà, on parlait tout à l'heure de la mémoire de travail qui pouvait être fragile. Là, dans ce cas-là, effectivement, c'est la mémoire de travail. Si elle n'est pas assez costaud, du coup, les allers-retours sont beaucoup plus fréquents. Voilà, donc vous voyez la distance entre les cubes qui normalement doivent être rassemblés. Donc là, il va essayer en fait de les rassembler. Mais au niveau moteur, ça manque de précision. Donc on a des cubes qui sont un peu tournés. Et puis il en tourne un, il y a tout qui tourne. Enfin, voilà, donc c'est vraiment compliqué pour lui ce type d'épreuve. Il a pu réaliser aussi la reconnaissance de forme du cas ABC, donc où il faut compléter mentalement les vides dans un dessin à l'encre, donc voilà, où les scores sont sous les normes. Et puis la précision visio-motrice aussi, de la NEPSI, qui est très intéressante. C'est une épreuve plus sensorimotrice, où on a en fait, il doit compléter un chemin. Voilà, donc le chemin d'une petite voiture. Et donc on voit que les erreurs sont surtout présentes à la fin du tracé, montrant en fait une vraie fatigabilité. Donc comme l'a dit Florence tout à l'heure, c'est un enfant qui est vraiment persévérant, qui va vraiment aller au bout de lui-même et de tout ce qu'il peut faire. Et puis quand l'exercice devient encore plus contraignant avec la moto, là on voit vraiment la multiplicité des erreurs sur la fin du tracé. Et puis, en fait, on voit aussi qu'il lève beaucoup son crayon, donc le tracé en fait est discontinu. Il y a vraiment des difficultés de coordination oculo-manuelle pour cette épreuve. Alors, en neuropsychologie, on est aussi assez fan de la copie de figure. Donc, on a proposé la copie de figure de la NEPSI, où on voit vraiment sur la figure 13, par exemple, des difficultés dans l'orientation de ligne, dans le traitement des obliques, avec des difficultés aussi, comme au Benton, de la perception de la 3 dimensions sur la figure 14, et puis les proportions qui ne sont pas totalement respectées sur la figure 15. Et puis le tracé est lent, effectivement. Alors vous connaissez très certainement l'épreuve qui va suivre, c'est la star des bilans neuropsycho, voilà. Elle est connue de tous tant elle est célèbre, c'est la figure de Rey. Donc la figure de Rey, finalement, c'est vraiment l'épreuve la plus complexe pour lui, parce qu'on a vu au travers des réévaluations qui ont pu suivre que c'est un score qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui va rester déficitaire sous le centile 2 à travers toutes ces réévaluations. Et donc là, effectivement, au niveau de la planification, il était plutôt bien parti, mais il y a effectivement des difficultés dans la prise de repères dans l'espace. Les éléments ne sont pas aux bons endroits. Vous avez mis le modèle pour ceux qui la pratiqueraient un petit peu moins. Et puis 5 minutes 20 quand même pour le tracé. Il y met vraiment du sien, mais ça reste quand même un peu ralenti. Et puis il y a beaucoup d'erreurs, effectivement. Vous savez qu'on la propose aussi de mémoire. Donc en fait, de mémoire, il ne reste plus grand-chose. Voilà. C'est vrai que comme au départ, la figure n'était pas vraiment bien structurée et qu'elle était très chargée visuellement, l'encodage en mémoire visuelle a été difficile à faire. Et donc, du coup, sur la restitution, entre les difficultés visio-constructives plus les difficultés d'encodage, voilà, on a vraiment une combo qui fait que voilà, c'est difficile. Ce qui est compliqué avec lui, c'est qu'il se rend compte de ces difficultés. Donc, il faut beaucoup de bienveillance pour l'accompagner, pour apaiser les choses. Alors, comme on le disait dans la présentation précédente, un bilan neuropsychologique ne s'arrête pas qu'à tout ce qui est visio-constructif et visio-spatial. Donc, on va regarder aussi un petit peu les compétences qu'il y a autour. Et donc, au niveau de la mémoire de travail, on a des enfants qui sont certes fragiles, mais qui ne sont pas complètement déficitaires. Donc, on peut quand même se baser dessus. On a passé aussi l'épreuve des 15 mots de Rey. Donc là, on voit qu'il y a une belle courbe d'apprentissage. Il passe de 5 mots à 14 sur le 5e rappel. Et puis là, ce qu'on peut aussi dire sur cette épreuve, c'est qu'il y a eu de bonnes capacités d'attention soutenues au niveau auditif, parce que c'est quand même une épreuve qui est coûteuse, où on répète 5 fois une liste de 15 mots et où l'enfant doit après nous les redonner. Donc là, on voit quand même qu'il est persévérant et que ça marche plutôt pas trop mal pour se concentrer au long cours. On a fait l'épreuve aussi d'attention auditive et de réponse associée de la NEPSI.
Alors effectivement, celle-ci, elle est un petit peu sous les normes. Vous voyez, on a une note standard de 5 pour l'attention auditive et de 3 pour les réponses associées. En fait, il y a une composante motrice qui est importante dans cette épreuve, c'est-à-dire que c'est une épreuve de pointage. Donc il y a la dame dans l'ordinateur qui dit plein de mots et dès qu'il entend l'item cible, il doit pointer du doigt. Donc tout ce qui est traitement visio-spatial, pointage au niveau moteur, voilà, c'est quelque chose qui, c'est quand même un facteur secondaire qui est important dans cette épreuve et dans le cadre d'un trouble de la coordination, c'est important de le prendre en considération. Et il faut aussi dire que réponse associée, c'est pas l'épreuve la plus cool de la planète dans le bilan neuropsy. Elle est assez anxiogène, elle mobilise beaucoup les fonctions exécutives et il y a vraiment une vraie surcharge à ce moment-là qui peut faire que les scores sont aussi déficitaires. Ce qui était plutôt rassurant aussi dans le bilan c'est l'attention visuelle qui est préservée au barrage des ballons. Donc c'est ce qui peut nous indiquer que les difficultés que nous avons repérées au niveau visio-perceptif sont des processus vraiment des déficits visio-perceptifs vraiment purs et c'est pas influencé par les troubles de l'attention visuelle parce que sinon on aurait pu se permettre d'avoir un doute. Voilà. Alors globalement, c'est vrai que les enfants, comme il y a sont souvent insatisfaits finalement de leur production et des efforts qu'ils font parce que le résultat n'est pas à la hauteur. Ça peut avoir un impact sur l'estime de soi, comme on le voit avec toutes les difficultés qu'on vous a listées jusque-là. Et puis sur le plan intentionnel, ça a un coût aussi important puisque comme les processus ne sont pas automatisés, il va y avoir les ressources attentionnelles vont être beaucoup tournées vers le geste. Donc, comme vous l'avez vu, donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler un trouble de la coordination mixte gestuelle et visuelle, ce qu'on appelait avant la dyspraxie visio-constructive. Ce qui va nous intéresser, nous, beaucoup pour la prise en charge personnalisée de l'enfant, ça va être de se baser aussi sur ses forces, donc notamment les bonnes compétences intellectuelles, le bon niveau de langage et la mémoire. Alors justement, pour quelles ont été les préconisations ? Le suivi orthoptique qui paraît essentiel face à ces difficultés. En ergothérapie, effectivement, tout ce qui est compensation de l'écriture, accompagnement aussi dans les activités de la vie quotidienne. Pour l'estime de soi, la confiance et l'anxiété, le suivi psychologique a été proposé. Et puis les aménagements scolaires qui semblent indispensables avec la demande d'un accompagnement par AESH. Et puis évidemment la poursuite de l'accompagnement orthophonique en logicomat puisque c'était déjà démarré. Voilà, alors merci beaucoup à toutes les deux. On est rentrer chez un enfant, puis là on va en ressortir et on va parler très rapidement des comorbidités. Vous avez maintenant la connaissance de ces schémas qui sont des schémas peut-être très très schématiques mais qui peuvent nous aider un petit peu dans la vision un peu plus globale. Et effectivement, vous avez compris que ces enfants avec TDC ont pour certains des troubles du spectre de l'autisme, pour certains un TDAH et je vais parler plus fort. Merci Sonia de me rappeler, et pour beaucoup des troubles spécifiques d'apprentissage, des profils variés et qui seront finalement précisés par l'évaluation pluriprofessionnelle indispensable. Donc pour certains enfants, on aura effectivement une forme particulièrement avec des troubles spécifiques d'apprentissage, dyscalculie le plus souvent, un TDAH. Pour d'autres, on aura un trouble développemental du langage et c'est vraiment un sous-groupe dont tu as parlé, Sybille, avec ces troubles articulatoires, praxiques, langagiers et qui vont avoir des troubles d'apprentissage secondaire, souvent du langage écrit, associés. Et puis, dans certains cas, un trouble du spectre de l'autisme aussi qui peut ne pas être très présent mais ensuite émerger. Et on parlera aussi de l'évolution des enfants et des nécessité de réévaluation diagnostique. Alors je parle un tout petit peu de diagnostic différentiel fonctionnel parce qu'il n'est pas rare de voir arriver des enfants avec dyslexie, dysorthographie et maladresse motrice, pour autant sans atteindre la sévérité d'une dyspraxie ou d'un TDC. Et je pense qu'il faut savoir aussi prioriser les interventions et revoir. Et puis le diagnostic différentiel avec le trouble du développement intellectuel, vous le savez, qui parfois n'est pas facile parce qu'on peut avoir chez un enfant avec un trouble du développement intellectuel léger, d'importants troubles de la coordination qu'il faudra aussi accompagner et prendre en charge, et toute la question de l'intervention à prioriser. Alors beaucoup de chemin à parcourir encore, du chemin aussi dans le temps chez l'enfant qui va devenir un jeune adulte avec l'importance des réévaluations fonctionnelles, l'évolution du trouble. Et Claire Dessèze et Catherine Chabot nous parleront de ces trajectoires aussi qui sont importantes au cours du temps. Et puis du chemin à parcourir dans l'accès au diagnostic et aux soins. On sait que c'est encore un parcours difficile, on en reparlera ce soir, avec des inégalités importantes. Et je dirais que dans la région, on a la chance de travailler avec un réseau hospitalier qu'on aime soutenir, qu'on souhaite soutenir, une PCO aussi qui commence à bien avancer, et puis nos collègues aussi de l'équipe des SSR, de l'équipe de Clémenceau, qui vont nous parler.
avec le souci aussi de la reconnaissance parfois de handicap pour ces enfants et qui va aussi conditionner l'accès aux soins malheureusement non conventionnés. Voilà, on en a terminé. On a une phrase mais qui peut peut-être donner beaucoup de temps et vous faire perdre du temps, en tout cas dans la réflexion, et qui est une très belle phrase de Bergson. Je vous remercie.